Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, c'est mon tour. Notre ami Martin nous a parlé de Game of Thrones dans la rubrique Un avant, un après, en nous expliquant que c'était la série pour laquelle il y a eu un avant et un après dans sa vie. Maintenant, c'est mon tour. Pour moi, ça va être Buffy contre les vampires. Je vais reprendre sa formule, hein, série que l'on ne présente plus, mais bon, pour la forme, on va quand même la présenter. Donc créé par Joss Whedon en 1997 et qui, je mis n'importe quoi tiens, au niveau des années, elle n'a pas duré 4 ans. Bien sûr que non. Elle a duré C'est pas moi qui ai fait la 4 ans faute. et après les... T'as fait... Oui, 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 oui. Il faut Honte à marquer moi. ce jour, marquer ce jour. Ça arrive Ah pas là souvent. là. Oh, c'est ma première. On va changer parce que sinon il va pas me... Voilà, moi je m'étais arrêté là, voilà, 2001, alors que c'est 2003. Bon, hop là. Cette saison donc de 2001 à 2003. Pourquoi 2001 il y avait une petite coupure? Parce qu'en fait, les deux dernières saisons ont basculé sur une autre chaîne. Alors, pourquoi cette série m'a mis une claque? Alors, avant toute chose, parce que on a quand même un très bon casting et de très 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 bons personnages qui, au fil des 7 saisons, ont été énormément travaillés. Alors, au centre, actrice principale, nous avons Sarah Michelle Gellar, qui tient le rôle, bien évidemment, de Buffy, à savoir la tueuse ou, si on est dans la première saison, l'exécutrice. Euh, Tout à droite, nous avons Nicholas Brandon, qui est peut-être l'un des acteurs les moins connus du lot, avec Seth Green tout à gauche, qui tient le rôle d'Alex. Nous avons Alison Hannigan, donc à la gauche de Buffy, donc, qui est quand même très connu, notamment, je crois, c'est pour les American Pie, non? Maintenant? Et qui est aussi, bien sûr, dans la série que je ne regarde pas, How I Met Your Mother, qui tient le rôle de Willow. À droite de Buffy, nous avons Cordelia Chase, qui est incarnée par Charisma Carpenter. Giles, en haut à droite, incarné par Anthony Stewart Head. Et enfin, David Boreanaz, que vous connaissez pour Bones, notamment aussi, ou pour la série télé Angel. C'est Angel ou Angelus, suivant les cas. Et là, je vous ai dit que voilà, que le casting était vraiment énorme, que les personnages étaient extrêmement travaillés. C'est le cas aussi en France. On a quand même des noms qui, si vous êtes de la génération du Club Dorothée, vous parlent forcément. Ce sont quand même des noms que l'on apprécie énormément. Bon, Claire Guyot, elle est quand même extrêmement connue dans le paysage du doublage français. Marc Lesser, qui est intervenu sur Dragon Ball. Virginie Ledieu, qui est intervenue sur euh, Les Chevaliers de Zodiac Senseiya. Nicolas Marié, j'ai l'impression que ça fait un mois que je n'arrête pas d'en parler. C'est un doubleur que j'adore aussi. Et pour Angel, c'est Patrick Borg qui est Sangoku. le doubleur attitré. Patrick Borg qui est le doubleur attitré donc d'Angel et qui est le doubleur de Sangoku adulte aussi, entre autres. Et qui a une voix caverneuse extrêmement reconnaissable. Pourquoi cette série est un avant, un après? Déjà parce que les possibilités sont infinies. C'est un univers vraiment illimité pour lequel on peut très bien te mettre un démon, tout ce qu'il y a de plus classique dans un épisode, et puis j'en sais rien, une fée dans l'épisode d'après. Enfin, à un moment donné, on avait même un démon venu de l'espace. Comme ça a l'air naze, hein. Mais le pire, c'est que ça tenait à peu près la route. Bon, c'était pas le meilleur épisode, mais voilà, c'est une possibilité. Tout ça pour vous dire que en termes de limites, il n'y a vraiment que l'imagination des auteurs. Heu, c'est une série qui est, totalement atypique et qui, de ce fait, a eu droit à énormément, d'études qui ont été faites autour de la série, que ce soit sur un point ou sur un autre. Pourquoi? Déjà parce que tous les épisodes sont des épisodes pardon, stand-alone, mais qui sont tous liés à un fil rouge qui vont pouvoir faire avancer l'intrigue de saison. Comme ça, aujourd'hui, ça a l'air de rien. À l'époque, c'était déjà un petit peu moins courant. Là, je pense par exemple à la série Le Caméléon, où on n'a que des épisodes de remplissage et l'épisode de fin de saison qui sert un peu de petit coup de boost pour faire venir les gens la saison d'après. C'est pas vraiment ce que j'appelle un fil rouge sur toute la saison. Là, pour Buffy contre les vampires, c'est le cas. Mais ce n'est pas
pour cela qu'il y a eu autant d'études, c'est surtout parce qu'il y a énormément de niveaux de lecture différents, il y a énormément de thèmes qui sont abordés, des thèmes extrêmement intéressants, qui sont encore d'actualité aujourd'hui d'ailleurs. L'écriture de la série est extrêmement intelligente et mature pour pouvoir jouer justement sur les 2 tableaux et pouvoir parler au plus grand nombre. Ça, c'est l'évidence même, il y a un réel talent. C'est pas tant en fait, du coup, comme, Game of Thrones où tu vas te concentrer, on va dire, sur, chaque réplique parce que chaque réplique est extrêmement bien construite. Là, c'est plus le tout qui donne un dialogue, qui peut être, soit totalement loufoque, soit totalement barré, soit extrêmement bien construit de par ses doubles sens et qui est du coup, extrêmement chouette à étudier, mais plus de nouveau de par, la structure complète et non pas par rapport à la phrase qui, pour Game of Thrones, ça pourrait être des phrases que tu peux lire en dehors de son contexte et qui passent très bien parce qu'elles vont loin, on va dire, parce qu'elles te touchent. Je pense que c'est ça la différence entre les 2. Et l'autre, point fort, c'est que cette série a beau être, souvent considérée, ou en tout cas au tout début, et c'est normal de par son synopsis, souvent considérée comme étant une série pour ados, euh, en réalité, c'est une série qui touche à un nombre incroyable de genres et qui fait que du coup, bah non, tout le monde s'y retrouve dès lors que tout le monde lui donne sa chance, ce qui ne veut pas dire qu'elle va plaire à tout le monde, mais en tout cas, tout le monde a la possibilité de l'apprécier. Au niveau du synopsis, bon, bah, sans surprise, c'est Buffy Summers qui est l'élu. Il y en a une par génération. Qu'est-ce qu'on appelle une génération? Bah, c'est tant que la tueuse est vivante. Dès qu'elle est morte, il y a une autre élue qui est appelée pour combattre les vampires, les forces du mal. Et celle-ci donc se bat à Sunnydale. Pourquoi à Sunnydale? Parce qu'il y a une bouche de l'enfer sous ses pieds, donc un endroit mystique où les démons en tout genre sont plus présents qu'ailleurs. Donc elle est entre guillemets en première ligne. Et la grande différence avec les autres tueuses, c'est que elle donc elle se bat avec ses amis. Est-ce que tu as regardé toi Buffy? Je sais même pas. Non, 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 mais chaque année, quand on est aux conférences, j'ai l'impression d'être un paria, euh, vu que je n'ai pas Mais tu as regardé. raison de le dire. Ben voilà. En plus, Non. alors, bah, l'année dernière, c'était, j'ai pas regardé Buffy à la conférence Buffy parce que voilà, j'ai voulu te faire plaisir, j'y suis allé. Et en plus, on m'a affiché comme fan de Zack Snyder. Alors là, ennemi numéro 1, placardé sur tous les murs. Ouais, Il doit c'était mourir. beau, hein. Alors, dans cette série, il y a énormément de monstres qui sont de qualité. C'est ce qui fait aussi, bien évidemment, le charme de la série. Parce que autant Buffy, en termes d'effets spéciaux, ça n'a jamais été complètement dingue. Autant en termes de maquillage, c'est une série qui passe quand même très, 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 très bien. Donc là, j'ai pris l'image tout simplement des Big Bad parce que bon, ce sont ceux qui sont les plus représentatifs, on va dire, ce sont les visages les plus connus de la série télé. Mais bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup d'autres monstres qui apparaissent au fil de la série. Donc là, vous avez le maître, le méchant de la saison 1. Ensuite, vous avez Angelus, Spike et Drusilla, qui sont les méchants de la saison 2. Ensuite, vous avez le maire, méchant de la saison 3, Adam, méchant de la saison 4, Gloria, méchant de la saison 5, le trio et Dark Willow, méchant de la saison 6, et enfin la force, qui est une traduction de merde, donc on va plutôt dire The First, le méchant de la saison 7. Alors pourquoi c'est une série qui m'a touché? Déjà, je pense que j'ai eu la chance, parce que je pense que c'est une chance, de la découvrir 2 fois. C'est-à-dire que la première fois et 2 fois à un âge, fondamental, je pense, pour, te faire la série. Encore une fois, tu peux la regarder à tout âge, mais je pense que tu as le plus grand impact, si tu la découvres à 2 âges précis. La première fois que je l'ai découverte, j'étais tout simplement enfant. Donc là, je l'ai découvert avec le regard d'un enfant, donc sans avoir forcément conscience, je dirais même que j'avais très rarement conscience des multiples niveaux de lecture. Là, c'est plus suivre l'intrigue, les monstres, etc. Et de ce point de vue-là,
quand t'es un gosse, bah, ça fait le taf, franchement, sans aucun problème. Tu as largement de quoi être, distrait, de quoi être, non pas distrait, de quoi remplir ton imagination, on va dire ça comme ça. Franchement, c'est quand même très très cool. Même si, bien évidemment, il y a des épisodes qui sont moins bons que d'autres. On y reviendra tout à l'heure. Donc ça, c'est la première fois que j'ai découvert la série. Après, je l'ai abandonnée. Et la deuxième fois que j'ai découvert la série, où du coup, je l'ai recommencé à zéro en la regardant cette fois de manière plus consciencieuse, sans sauter d'épisodes, vraiment, en la regardant comme on regarde en théorie une série télé. Cette fois, j'étais ado. Et du coup, bah là, c'était vraiment magique, quoi. Buffy, pour moi, quand j'étais ado, c'était vraiment, c'était à la fois un livre que je dévorais, c'était, grâce à Buffy Angel, c'était ma première déception amoureuse, et bah, grâce au Scooby Gang, c'était tout simplement ma première bande de potes, en fait, aussi. Tout simplement, c'était avec eux que je combattais le mal à chaque fois que je regardais un épisode, quoi. Je n'étais pas juste spectateur, je faisais partie intégrante du show lorsque j'ai regardé cette série en étant adolescent. Donc je pense que c'est avant tout pour ça que du coup il y a eu un avant, un après dans ma vie grâce à cette série télé, parce qu'au final ce n'est pas comme toi pour Game of Thrones, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, ça m'a marqué. Moi, c'est pareil pour Buffy contre les vampires, ce n'est pas ma série télé préférée. Bon, quoique le classement peut changer. Elle est, on va dire, dans mon top 3, mais je la mettrai pas forcément première. Par contre, c'est clairement celle-là qui m'a mis pour la première fois une claque. Et une des raisons, c'est que il y a toujours quelque chose à conserver dans les épisodes que tu regardes. Même dans les épisodes qui peuvent être considérés comme étant les plus nuls, tu as toujours quelque chose à sauver. Là, par exemple, j'ai pris l'épisode des hyènes, qui n'est vraiment pas génial. C'est euh, une sorte de hyène magique ou maléfique. Je sais même plus pourquoi elle a ce pouvoir-là. Mais en gros, c'est une hyène qui arrive à prendre le contrôle d'adolescents, et bah, notamment d'Alex, qui bah, devient une sorte de réceptacle pour l'esprit d'une hyène, quoi. Par rapport à ça, quand tu résumes l'épisode, c'est naze, c'est vraiment nul. Enfin, t'as rien à récupérer là-dedans. Par contre, tout ce qu'il y a à côté, ben, au final, ouais, il y a quand même pas mal de choses à dire. Ben, le thème là-dedans, il est quand même évident. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Tu as ben, l'effet de groupe. Tu peux agir comme un connard fini lorsque tu fais partie d'une bande, chose que tu ne ferais pas forcément lorsque tu es seul. On a comme thème bah, tout simplement aussi les mauvaises fréquentations, et de manière plus générale aussi les changements de comportement auxquels tu peux les changements de comportement que tu peux avoir lorsque tu arrives vraiment dans l'adolescence. Et c'est d'ailleurs ce que Giles dit lui-même dans l'épisode. Buffy est en train de dire Alex s'est transformé en véritable connard, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et Giles le regarde, il fait mais c'est un ado, quoi, non? C'est pas ce que tu es en train de me décrire là? Et ça, c'est bien évidemment, c'est toute la magie de Buffy, c'est mettre en avant une menace, mais qui représente toujours quelque chose, un sentiment, une partie de la vie des adolescents, ou en tout cas de la plupart des adolescents. L'épisode à droite, c'est un épisode que moi j'aime beaucoup, qui apparemment n'est pas forcément très très apprécié, mais moi je l'aime beaucoup. C'est l'épisode de Dépendance en français, ou Redemption en VO. C'est l'épisode en fait où Willow découvre qu'elle est totalement dépendante en fait à la magie. Et bah, le problème, c'est que comme toute personne dépendante, elle se met en danger, elle n'agit plus de manière raisonnable. Mais bah, du coup, le danger va se répercuter aussi sur les personnes qui l'entourent. Et là, bah, pour le coup, c'est sur Dawn que ça va se répercuter, donc la petite sœur de Buffy, puisque à cause de Willow, elle va se faire attaquer par un démon, elle va avoir le bras brisé, il me semble. Et Willow va se prendre une grosse gifle de la part de Dawn, et clairement Buffy va lui mettre les points sur les i, sachant que Willow, avant ça, c'était un exemple de sagesse au même titre que Giles. C'est juste qu'il y avait une petite différence d'âge qui expliquait la différence de comportement entre les deux personnages. Mais au-delà de ça, c'était un personnage extrêmement posé, extrêmement sage.
Donc du coup là, la faire tomber aussi bas, c'était extrêmement intéressant. Et là, de nouveau, même si tu peux résumer l'épisode en mode bon bah c'est tout simplement limite un épisode sur la drogue et en plus extrêmement maladroit parce que on te dit juste qu'elle est dépendante et on te montre pas le combat que ça sous-entend, on va dire, de combattre l'addiction. Et on te dit juste qu'elle est addicte et que, bah, en gros, c'est sa faute parce qu'elle est addicte. Alors qu'encore une fois, c'est pas aussi simple que ça. Donc, du coup, par rapport à ça, tu as, c'est rare, mais là, pour le coup, tu as une certaine superficialité dans l'épisode. Et pourtant, l'épisode se rattrape quand même. Avec quoi? Avec cette scène de la gifle, avec Willow qui en pleure. C'est une scène vraiment qui est extrêmement forte, qui est géniale. Enfin, là, vous voyez le regard de la gamine. Enfin, il veut tout dire, quoi. Il est vraiment génial. Et du coup, bah, vu qu'elle est là, et je crois qu'elle est plus là, bah, Trachtenberg, on pense très 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 fort à toi. Tu nous manques, t'es parti vraiment vraiment tôt. Donc Michel Trachtenberg qui est parti il y a quelques petites semaines, peut-être 2 semaines grand maximum maintenant. Euh, Buffy contre les vampires, si ça marche, c'est aussi tout simplement parce qu'il y a des épisodes de dingue. Alors, la trilogie d'épisodes la plus connue reste la trilogie composée par les épisodes Hush, Once More with Feelings et The Body. Alors, je suis désolé, je connais les épisodes par cœur, par contre, je connais pas forcément à chaque fois les noms des épisodes. Et quand je connais les noms, des fois c'est en français, des fois c'est en anglais, ça dépend en fait. Donc là pour le coup, ce sont les épisodes en anglais, mais c'est en français, c'est Silence. The Body, c'est Orpheline. Et Once More with Feelings, je crois que c'est que le show commence ou que la fête commence, un truc comme ça. Donc ça, ce sont les épisodes en général qui sont le plus étudiés ou lorsque les gens donnent un top 10 débile, parce que bah, c'est idiot de donner un top 10, top 10 c'est juste impossible. Et souvent, tous les top 10 se ressemblent et ils mettent toujours ces 3 épisodes-là en plus en avant. Donc du coup, tu perds un peu en intérêt parce que tu as l'impression de voir toujours les mêmes top 10. Alors que tu peux pas résumer la série en 10 épisodes, mais bon. Donc là, les 3 épisodes, par contre, il est évident qu'ils sortent du lot de par leur originalité scénaristique et au niveau de la réalisation. Donc Hush, qui est tout simplement un épisode silencieux, où tu as de la musique, du sound design, comme dirait notre ami joueur du grenier. The Body, c'est à l'inverse un musique sans musique, du coup avec énormément de temps mort, énormément de silence, énormément de pauses auditives, et Once More with Feelings, qui est carrément lui un épisode musical. Je me souviens de The Body, je viens de capter quel épisode c'était. Ah bah voilà, ouais, voilà, je me souviens Ouais, j'ai mis de la conférence. Ouais. une petite photo. Donc ici, c'est le Once More with Feelings, qui est souvent l'épisode préféré des fans, que moi j'apprécie, mais c'est clairement pas mon préféré. Après, il a le mérite de retourner toutes les relations des personnages. En fait, tu as une fourmilière, cet épisode donne un gros coup de pied dans la fourmilière et redistribue toutes les cartes, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant. De Body ou Orpheline en français, qui est un épisode traumatisant pour lequel il y a énormément, énormément de choses à dire, qui est un épisode exceptionnel. Et Hush, qui est un épisode plus défi. C'est-à-dire que Joss Whedon, à l'époque, il en a plein le cul qu'on résume la série Buffy au dialogue. Du coup, il s'est dit, pour qu'on arrête de me casser les couilles avec les dialogues, je vais faire un épisode sans dialogue, sans une seule ligne de dialogue. Enfin, si, il y en a un peu au début, un peu à la fin. Je vais faire un épisode qui s'appelle Silence et qui est vraiment, vraiment génial. C'est un défi remporté haut la main de la part de Joss Whedon. Euh, et qui met en avant aussi des monstres extrêmement connus de l'univers de Buffy, tellement ils sont flippants, qui s'appellent les Gentlemen. Et là, c'est même pas tant leur visage, même s'il est flippant, c'est aussi leur manière en fait de se déplacer comme ça, sans bruit, un peu au ralenti comme ça dans les rues, c'est flippant au possible. Mais il y a d'autres épisodes qui sont extrêmement marquants. Moi, il y a une autre trilogie d'épisodes que j'aime énormément et qui tourne cette fois autour de Angel, qui sont Innocence, Passion et Akatla. Alors, Innocence, c'est tout simplement l'épisode où bah, Buffy justement va perdre son innocence, mais de par le fait que Angel
du fait qu'il soit maudit, en fait, bah, c'est là qu'il va perdre son âme et redevenir Angélus. Et c'est comme ça donc qu'il va devenir le boss de la saison 2. L'épisode Passion, qui est un épisode mais magistral, quoi, qui est extrêmement, extrêmement bon, qui met en avant la mort pour la première fois d'un personnage quand même extrêmement important, même s'il n'était pas au générique, qui est Miss Calendar, et qui continue de faire monter Angélus en tant que gros enfoiré qu'il faut absolument flinguer, quoi. Et enfin, l'épisode de fin de saison où on a la défaite d'Angélus, mais bah, ce qui n'est pas aussi simple que ça quand même, c'est là je vous le résume à mort, bien évidemment, bah, ça restait l'amour de Buffy. Et donc ça reste extrêmement compliqué, d'autant plus que Willow était parvenu à lui faire bah, récupérer son âme à la toute fin. Donc c'était très 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 difficile. Mais il y a tellement d'autres épisodes donc, qui sont bons. On peut penser tout simplement à l'épisode 314, donc à gauche, où Jael s'est transformé en monstre. C'est un épisode extrêmement léger, qui est très très drôle, euh, mais qui a une fin quand même extrêmement touchante, parce que bah, le but de l'épisode, c'est que bah, Giles, du coup, est méconnaissable. Lorsqu'il parle, il parle le langage d'un monstre. Et bah, du coup, Buffy, elle veut le tuer, puisque c'est un démon. Et pourtant, lorsqu'elle le poignarde, et qu'elle est bah, du coup face à lui, elle le reconnaît par contre au premier coup d'œil lorsqu'elle arrive à plonger ses yeux dans les yeux du démon, parce qu'elle voit les yeux de Giles et elle lui dit clairement il n'y a que vous qui me regardez comme ça, je pourrais vous reconnaître entre mille. C'est une scène extrêmement touchante et pour le coup, c'est une scène aussi que tu vois pas venir tant l'épisode est drôle et décalé en fait. C'était un très bon épisode et qui, en plus, met de la plus belle des manières le thème de l'exclusion, puisque ben, à cette époque, Giles ne fait plus vraiment partie de la bande par la force des choses, du fait que tous les autres personnages ont un rythme différent, donc il se sent à part. Et comme d'habitude dans Buffy, c'est vraiment une des forces de cette série. En fait, on prend vraiment un problème lié à un personnage et on le tourne de manière bah, surnaturelle. Donc là, on prend au pied de la lettre le fait qu'il soit à part et on le fait grossir fois 10 000 en le transformant en monstre et en le rendant vraiment à part du groupe, quoi. L'image du milieu, c'est l'épisode Helpless, ou Sans défense en français. C'est l'épisode où Buffy en fait a 18 ans et dès lors qu'elle a 18 ans, en fait, elle a une sorte d'examen à passer où en fait elle doit montrer qu'elle est capable de battre un vampire extrêmement dangereux mais sans ses pouvoirs. Donc en fait elle est supposée montrer que la tueuse c'est pas que des muscles mais qu'elle en a aussi dans la cervelle. Et ce qui est génial en fait c'est que bah, du coup Buffy lorsqu'elle apprend ça, elle en veut énormément à Giles puisque bah, c'est lui qui va brider ses pouvoirs le temps de l'examen. Elle va lui jeter le produit à la figure, elle le traite de monstre, enfin le traite de tous les noms. Et en fait, bah, tu apprends à la toute fin de l'épisode, bien évidemment, bah, que Giles a fait à son niveau le maximum quand même pour l'aider. Et à la fin, il est intervenu alors qu'il n'avait absolument pas le droit d'intervenir. Et autant Buffy, du coup, a réussi l'examen, autant bah, Giles, lui, ne l'a pas réussi parce que bah, il l'ignorait, mais bah, lui aussi, il était en phase d'examen. Il devait montrer qu'il était un observateur impartial, euh, professionnel en toutes circonstances, froid et distant. C'est juste un maître dans le sens moi je dis et toi tu fais. Et ça doit s'arrêter là. Tandis que là, le conseil donc, qui met en place l'examen dit clairement à Giles t'es pas un observateur, t'es un père de substitution pour Buffy, et c'est pas du tout ce qu'on cherche, quoi. Et Buffy, par contre, elle entend ça, et puis elle a les yeux là d'une gamine, elle regarde Giles avec un regard. C'est un épisode magique, quoi. Très, 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 très fort. L'épisode à droite, c'est l'épisode de la mort de Tara, où Willow se transforme en Dark Willow, qui est exceptionnel aussi. Enfin, il y a un million de choses à dire. Et ce qui est génial, bah, comme notre ami Martin, c'est que c'est pareil pour Game of Thrones. Alors lui, il a dû faire son deuil parce qu'il n'y avait pas de bonne dernière saison. Moi, j'ai dû faire mon deuil parce que c'était la fin de la série et qu'elle se termine un peu en mode le combat continue. T'as pas véritablement de fin. Mais voilà, il y a encore des choses à se mettre sous la dent pour Buffy aussi. Alors déjà, grâce aux comics, vous avez encore 6 autres saisons en comics, dont je crois facile 4 en VF, du côté de Panini Comics, si tout du moins ils les éditent encore.
Et bah, bien évidemment, vous avez le spin-off Angel qui était en simultané euh, en même temps que la diffusion de Buffy, et dans laquelle on retrouve donc trois, euh, trois acteurs, donc David Boreanaz, Charisma Carpenter et celui dont Eric Legrand s'occupe, Wesley. Ah merde, je sais plus comment s'appelle l'acteur. La honte, honte à moi. Alexis Denisov, voilà. Et Et la qualité est là. Personnellement, je crois même que je préfère Angel en fait à Buffy. Avec le recul, enfin, Angel est tellement différent, il a une telle noirceur. Enfin, les saisons 3, 4 et 5 sont, mais elles sont juste ouf quoi. Enfin, j'ai rarement vu ça dans une série télé. Donc voilà, si vous n'avez pas laissé la chance à Angel, je vous conseille aussi Angel. Et c'est pour toutes ces raisons que du coup, il y a clairement eu un avant et un après pour moi, grâce à la série télé Buffy contre les vampires. Qu'est-ce que tu en penses, Martin? Est-ce que c'est un point de vue que tu peux comprendre, du coup, même si toi, tu n'as pas vu la série? Oui, bah, j'ai moi aussi des séries qui sont mon adolescence, qui ont été là et qui ont su résonner avec les bonnes choses. Donc, si c'est pas forcément Buffy, c'en est une autre. Et je suis en train de chercher laquelle ça serait, mais il y en a forcément une. Bah déjà, ouais, non, j'allais dire Smallville dans le sens, c'était un peu le style de l'époque, mais c'est pas Smallville a pas, je pense pas un héritage aussi consistant en termes de qualité. Même si c'est très Madeleine, c'est Madeleine de Proust, mais ça va pas plus loin quoi. Ouais, je pense que c'est plus ça pour le côté. Bah, disons qu'il y a plus un côté Dawson, notamment sur les premières saisons, quoi. Hmm. Ce qui fait que du coup, lorsque tu es jeune, tu peux facilement trouver chaussures à ton pied, ouais.